Bonsoir Georges Hugeux. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le vice-président vous avez été vice-président du New York Stock Exchange. Vous dirigez aujourd'hui une banque d'affaires internationale basée donc à New York. Vous êtes l'auteur du blog Démystifier la finance sur le site internet du Monde et vous publiez le livre qui a pour titre La descente aux enfers de la finance. C'est aux éditions Odile Jacob. Commençons, si vous voulez bien, par l'actualité. Un sommet européen se tient aujourd'hui, jeudi et demain, vendredi, pour aborder la question du report du Brexit réclamé par Theresa May. En principe, c'est dans 8 jours. Elle réclame d'aller jusqu'au 30 juin au lieu du 29 mars. No deal, bluff insistant, risque, on a du mal à y voir clair. Quel est votre avis sur cette question du divorce éternel ? Je crois qu'elle devait venir à Bruxelles en demandant un délai et un report. Je crois que ce ne sera pas le 30 juin parce qu'on vient de découvrir que constitutionnellement, ça doit avoir lieu pour le 23 mai. Parce que la date qui force la Grande-Bretagne de participer aux élections, c'est la date de l'élection et pas la date du remplacement du Parlement. Et donc, dans cette situation-là, elle va demander un report et l'Europe va lui répondre très simplement « Pourquoi ? Que voulez-vous changer en ces quelques semaines ?» Et d'accord, si vous avez l'accord sur tout le reste du Parlement. Et donc, elle va rentrer avec ça vendredi soir et dimanche, on va voter le deal parce qu'il n'y a aucune alternative. Donc selon vous, ça n'ira pas au-delà du 23 mai, c'est la date du début des élections européennes. Des conséquences économiques, il y en a pour l'Europe, pour par exemple la France, la Belgique et pour la Grande-Bretagne elle-même avec ce Brexit. Que va-t-il se passer financièrement ? Nous perdons beaucoup, et pas seulement dans le commerce, nous perdons beaucoup parce que l'Angleterre et la Grande-Bretagne a une culture qui nous a beaucoup aidé, notamment dans la création de réglementations, dans l'organisation, etc. Et puis c'est un pays auquel je crois beaucoup d'Européens tiennent, où ils vont, etc. Donc je crois qu'il y a des déplacements d'activités qui vont se faire dans la finance, mais ce n'est pas là que l'impact sera le plus gros. Le problème va être le transport des marchandises. Alors, depuis plusieurs mois, Georges Hugeux, vous nous alertez sur un potentiel tsunami financier imminent. Vous dites que nous sommes à l'aube d'une grave crise financière mondiale, comme on a déjà connu en 2008. Vous prédisez donc même son déclenchement, si rien n'est fait, avant la fin 2020, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Le fait est que l'endettement des États s'accroît et l'impact sur les budgets est en train d'augmenter. Nous avons un feu sérieux en Italie, où nous avons hausse des taux, déficit budgétaire, gros endettement et récession. Nous avons un foyer aux États-Unis. La semaine dernière, nous avons appris que le déficit budgétaire des 3 premiers mois de l'année fiscale est en hausse de 77% par rapport à l'année précédente. C'est donc un dérapage complet du budget américain. Nous savons que les Japonais sont en difficulté, nous savons que les Chinois sont en difficulté. Bref, c'est l'ensemble de la planète finance, banque centrale, banque et gouvernement, qui est fragilisé. Juste pour qu'on comprenne bien, on entend souvent dire que Donald Trump a un très bon bilan économique. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre la macroéconomie, la finance, avec l'économie réelle et l'emploi aux États-Unis, par exemple ? Alors, il ne faut pas confondre effectivement ce qui se passe sur le plan de l'économie réelle, c'est-à-dire que les entreprises sont actives, mais je vous signale que la raison pour laquelle la Federal Reserve a décidé de ne pas augmenter les taux pour toute l'année, c'est parce que nous passons maintenant de 3 à 2,1% de croissance. Donc les États-Unis sont en décroissance. Alors vous expliquez que les gouvernements, vous avez cité le gouvernement américain, italien, que les banques centrales et les banques privées ont, après la crise de 2008, créé les conditions même de cette crise à venir. Quelles sont ces conditions ? Vous ciblez notamment les banques centrales. Les banques centrales, pendant 3 ans, ont empêché la catastrophe bancaire. Elles l'ont fait courageusement et elles ont fait ce qu'il fallait. Elles ont doublé la taille des bilans, personne n'a rien à reprocher. Quelle est la mouche qui les a piquées pour augmenter ça 3 fois plus depuis lors, alors qu'il n'y avait aucune raison économique de le faire, et d'engranger, tenez-vous bien, 10 000 milliards d'euros d'emprunts d'État à travers le Japon, l'Europe et les États-Unis. Alors pour qu'on comprenne bien, vous dites que les banques centrales ont mis en place depuis 10 ans des politiques de soutien qu'on appelle QE, Quantitative Easing, qui les ont conduits à racheter massivement des obligations d'État dans les bilans des banques. Pas facile à comprendre. Ça veut dire quoi, racheter massivement des obligations d'État dans les bilans des banques ? Ils ont créé un système dans lequel ils ont racheté, et pas nécessairement dans les bilans des banques, mais parfois dans les bilans des banques, ils ont racheté simplement des emprunts d'État en disant que c'était indispensable à la croissance économique. Il n'y a pas de croissance économique en Europe et on en a racheté pour 2 000 milliards d'euros. Et on continue. Donc ma question c'est, est-ce qu'on s'obstine à croire
que la finance va résoudre un problème économique ou que l'économie va résoudre un problème financier. La finance est arrivée au bout de ses cartouches. Vous parlez d'une alliance objective entre qui? L'alliance objective entre les banques centrales, qui sont quand même nommées par les gouvernements, et les gouvernements, est maintenant, c'est maintenant jointe aux banques. Et donc, on a ce triangle des Bermudes dans lequel les trois opérateurs sont C'est ce que vous liés appelez les uns aux autres. le triangle des Bermudes. Vous dites que ça a créé un excès de liquidité sur les marchés financiers, que ça a contribué à endetter les États. C'est ce que vous appelez donc le triangle des Bermudes. Quels sont les pays fragilisés, outre l'Italie et vous avez cité les États-Unis, mais en Europe, c'est plus l'Italie? L'Italie, je suis obligé, pour être honnête, de dire que la situation française est différente, mais pas très loin. Pourquoi? Parce que vous êtes au même niveau de dette publique, 2300 milliards d'euros. Ça représente 90%, le cas de 100% à peu près, au lieu de 130% du PIB. Mais c'est quand même un montant extrêmement important. Moi, ce qui me frappe maintenant, voyez-vous, et quand on parle de mesures, il n'y a pas de baguette magique. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir l'honnêteté de s'adresser à la population en disant on est au bout de nos cartouches. On va donc ensemble prendre des mesures et on va être équitable. Mais c'est trop tard, non? 2020, c'est demain. Non. À partir du moment où la première chose, c'est qu'on reconnaît le problème. Parce que, croyez-moi, c'est déjà un premier signe. À la suite de la hausse budgétaire, la Maison-Blanche a dit que la dette, ça ne l'intéressait pas tellement. Donc, la première chose, c'est de sortir du déni, faire un diagnostic et dire voilà quels sont les remèdes. Et nous allons poursuivre ça. À partir du moment où les investisseurs sont convaincus que les États, plutôt que de nier l'évidence, vont prendre en charge leurs responsabilités, à ce moment-là, la pression diminue. Et vous appelez notamment dans ce livre à des mesures pénales contre celles et ceux qui se rendent responsables de tels fiascos financiers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Georges Jugeux, La descente aux enfers de la finance, édition Odile Jacob. Merci. Merci à vous.